Certaines photos sont célèbres. Tu les reconnais en une seconde, sans même réfléchir. Un homme qui pose le pied sur la lune, un baiser dans une rue bondée, le jour où une guerre s'arrête, un visage, un drapeau, un instant. Ces photos-là, elles sont célèbres pour une bonne raison. Parce qu'il s'y passe quelque chose. Un moment, une histoire, un truc qu'on n'oublie jamais. Et puis il y a celle-là. Elle aussi, elle est célèbre. Des millions de gens la connaissent. Mais elle, c'est exactement l'inverse. Il ne s'y passe rien, strictement rien. Pas d'événement, pas de visage, pas de héros. Juste une pièce vide, jaune, floue, prise de travers. Et tu l'entends le néon là, au fond, ce bourdonnement qui ne s'arrête jamais. Tu la sens presque l'odeur de la vieille moquette humide, le renfermé. Il n'y a pas un meuble, pas une fenêtre, pas une sortie. Juste du jaune et des murs qui partent dans tous les sens. Et tu le ressens ce petit malaise, n'est-ce pas? Cette impression que t'es pas censé voir ça. Que cette pièce existait très bien sans toi et qu'elle attendait. Une photo où il ne se passe rien et qui pourtant met le monde entier mal à l'aise. Si tu as traîné sur internet ces dernières années, tu la connais forcément. Elle est planquée quelque part au fond de ton crâne. C'est l'une des images les plus célèbres du web. Et l'une des plus flippantes. Mais voilà le truc complètement dingue avec cette photo. C'est que pendant des années, personne ne savait ce que c'était. Personne. Ni d'où ça venait, ni où c'était, ni qui l'avait prise. Une photo surgit de nulle part qui mettait le monde entier mal à l'aise. Et personne ne pouvait dire pourquoi. Alors pour bien comprendre l'anomalie, il faut remonter le temps jusqu'au 12 juin 2002. À l'époque, on se trouve à Oshkosh, une petite ville industrielle paumée du Wisconsin. Le genre de ville où il ne se passe jamais rien. Ce jour-là, il y a des travaux au premier étage d'un vieux magasin de meubles. Le magasin vient de faire faillite et une boutique de modélisme rachète les murs. Sauf que le toit fuit de partout. La moquette est gorgée d'eau, ça pue et il faut faire des travaux. Et les ouvriers décident alors de tout arracher, de monter des cloisons temporaires un peu partout pour isoler les fuites. Et sans le vouloir, ils vont créer un labyrinthe. Un dédale absurde de plaques de plâtre jaune. Et là, au milieu du chantier, un employé sort un petit appareil photo. Une action ultra anodine d'un mec dont on ne connaîtra jamais le nom. Il veut juste montrer les dégâts à son patron. Il prend alors une photo à l'arrache, un peu de travers, il rentre chez lui, il branche l'appareil photo, le fichier atterrit sur son disque dur sous un nom extrêmement débile, généré tout seul, DSC00161.jpg. Et puis voilà, pendant 16 ans, cette photo va pourrir dans les archives d'internet. 16 ans, dans le noir, dans l'oubli total. Personne ne la regarde, personne ne s'en soucie, elle attend. Retour dans le présent, en juin 2026. Aux États-Unis, l'industrie du cinéma est en train d'halluciner. Pourquoi? Parce qu'un film d'horreur vient de braquer le box-office mondial avec un démarrage record que personne n'attendait. 81 millions de dollars aux États-Unis sur son premier week-end. Le plus gros démarrage de toute l'histoire du studio indépendant A24. Et là, en 6 jours à peine, le film vient de franchir les 100 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. 6 jours. C'est le premier film de l'histoire d'A24 à passer ce cap. Leur plus gros succès américain de tous les temps. Et dans le monde, le film a déjà récolté plus de 140 millions de dollars. Et ça ne fait que grimper au moment où je tourne cette vidéo. Le budget, lui, est ridicule. Moins de 10 millions de dollars. Fais le calcul, ils ont déjà gagné plus de 14 fois leur mise. Et le réalisateur de ce petit bijou, un gamin de 20 ans qui s'appelle Ken Parsons. C'est le plus jeune cinéaste de l'histoire à se retrouver numéro 1 du box-office américain. Le record d'avant, c'était un mec de 27 ans. Lui, il en a seulement 20. Et devine quel est le sujet du film. Les backrooms. C'est bien cette pièce, l'exacte pièce jaune que l'on voit sur la photo. Celle qu'un ouvrier, les pieds dans l'eau, a photographiée à l'arrache, une journée de boulot comme les autres en 2002. Alors voilà ma question. Comment on passe d'une photo de chantier ratée et oubliée à un succès à plus de 100 millions de dollars? Parce que cette histoire, c'est avant tout l'histoire d'une obsession. Le vrai point de bascule, il a lieu le 12 mai 2019. Tout au fond d'un forum 4chan. Un anonyme balance la photo jaune au milieu d'une discussion avec une consigne toute bête. Postez des images qui vous mettent mal à l'aise. Le lendemain, un autre anonyme tombe dessus. Et au lieu de répondre avec une autre photo, il écrit un texte, 100 mots à peine tapés sur un coin de clavier. Sauf que ces 100 mots-là vont hanter des millions de gens. Voilà ce qu'il a écrit. Si vous ne faites pas attention et que vous no-clippez hors de la réalité, vous vous retrouverez dans les backrooms. Il n'y a rien d'autre que la puanteur de la vieille moquette humide, le jaune qui rend fou, le bourdonnement des néons et des millions de kilomètres carrés de pièces vides segmentées au hasard pour vous piéger. Et là, il y a un mot qui change tout. No-clip.
Si tu as grandi avec les jeux vidéo, tu comprends tout de suite ce que ça veut dire. Le no-clip, c'est ce bug qui te fait traverser les murs d'un jeu. Tu passes à travers le décor et tu tombes dans le vide, dans le néant derrière la map. Et le génie du mec sur le forum 4chan, c'est ça. Il a pris ce bug informatique et il l'a appliqué dans la vraie vie. Imagine un instant que tu marches dans ton salon, comme tous les jours, et là, sans prévenir, le sol cède sous toi. Tu glisses à travers le plancher et tu atterris là-dedans, dans le jaune, dans les couloirs, dans le bourdonnement. Et il n'y a pas de porte, pas de sortie et pas de retour, juste des kilomètres, des millions de kilomètres de pièces vides. C'est aussi l'avènement de ce qu'on appelle les espaces liminaux. C'est quelque chose qu'on a déjà tous ressenti plusieurs fois dans notre vie. C'est ce malaise quand tu marches seul dans un couloir d'hôtel interminable à 3h du matin. C'est quand tu es dans un hôpital, dans une salle d'attente complètement déserte. Ou quand tu te retrouves dans un parking souterrain vide où tu entends le néon grésiller. Ce sont ces endroits qui ne sont faits que pour une seule chose, qu'il y ait des gens, du passage, du bruit, de la vie. Et le jour où tu enlèves les gens, ton cerveau bug. Il panique, il ne comprend plus. Parce qu'au fond de toi, tu as cette certitude glaçante. C'est un lieu qui attend. Les backrooms, c'est exactement ce sentiment-là, mais étiré sur l'infini, pour toujours. Et à partir de là, Internet a fait ce qu'Internet sait faire de mieux. Il s'obsède, complètement. Pendant 5 ans, des milliers de gens qui ne se sont jamais croisés vont passer leur nuit sur cette photo. Il va y avoir une enquête mondiale, acharnée. Tout le monde va analyser les ombres, le modèle exact des prises électriques. Ils vont éplucher les cadastres, ils vont comparer les moquettes. Tout ça pourquoi ? Pour une photo floue. Et en mai 2024, le miracle finit par se produire. Une poignée de chercheurs sur Discord déterre le vieux site d'une boutique, Hobbytown USA à Oshkosh. Et c'est là, c'est cette pièce, pour de vrai. Et tu veux savoir le plus ironique de tout ? Si tu vas sur place aujourd'hui à Oshkosh, la peur a totalement disparu. Le premier étage a été refait et c'est devenu un circuit pour voitures radiocommandées. On y sent l'odeur de plastique chaud, les gamins rigolent et des petites bagnoles foncent à toute allure. La réalité, elle, est passée à autre chose depuis longtemps. Mais l'imaginaire d'Internet, lui, il commençait seulement à se réveiller. Bon, le problème, quand des milliers de gens écrivent une légende ensemble, c'est qu'ils finissent souvent par la tuer. Début 2022, les forums ont rajouté tellement de règles, tellement de monstres différents que c'est devenu presque ridicule. À force de tout expliquer, ils avaient rationalisé la peur et ils l'avaient désamorcée. Mais c'est là qu'entre en scène Ken Parsons, un simple gosse de 16 ans, lycéen en Californie. Il est connu à l'époque sur YouTube sous le pseudo Kane Pixels. Et ce môme, depuis sa chambre d'ado, après les cours, décide de revenir à la base de la légende urbaine. Tout seul, devant son écran, il ouvre les logiciels Blender et After Effects. À partir de là, il modélise la pièce jaune avec une précision maladive. Il rajoute du grain, des défauts à l'image, il imite à la perfection la lourdeur d'une vieille caméra VHS sur l'épaule. Et après quelques semaines de travail, il balance un court-métrage de 9 minutes. Une claque absolue. Dedans, on y découvre un vidéaste amateur qui trébuche, passe à travers le sol et se réveille dans cet enfer jaune. Au début, c'est juste lui, et le silence, le bourdonnement. Et puis, petit à petit, tu as cette sensation qu'il n'est pas seul, que quelque chose là-bas au bout du couloir vient de remarquer qu'il est là. Le truc a fait plus de 20 millions de vues en seulement 2 semaines. Le travail sur le son est tellement immersif qu'à certains moments on oubliera presque de respirer. Mais le truc, c'est que Kane n'est pas simplement un bon technicien. C'est un conteur, un vrai conteur. Parce qu'au lieu de se dire « Ok, c'est magique, on ne sait pas pourquoi les backrooms existent », il invente toute une histoire. Il invente la fondation secrète Async. Dans son délire, les backrooms ont été ouvertes par des bureaucrates dans les années 80. Des types qui faisaient des expériences sur la distorsion de l'espace ont ouvert une porte et cette porte aurait dû rester fermée. Et d'un coup, dans son court-métrage, tu as des mecs en combinaison de protection, des scientifiques, moustaches, cravates, qui essaient sérieusement d'installer des portes et de tirer des câbles dans une dimension infinie. Le triomphe de la paperasse humaine face à un truc qui les dépasse complètement. Et le boulot de Kane sur le court-métrage est tellement bon que l'esthétique des backrooms commence à fuiter dans le monde réel. Et une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus l'ignorer. Tu le vois partout. Prends la série Sévrance sur Apple TV. On y voit des bureaux qui ressemblent à tout point de vue à des espaces liminaux comme dans les backrooms. Ces couloirs où les personnages ont l'air de marcher sur un tapis roulant sans fin. La ressemblance est tellement frappante que les fans n'arrêtent pas de faire le rapprochement. Mais la vraie terreur des backrooms, ce n'est pas un monstre qui te saute dessus. C'est l'absence de tout ça. C'est le vide, le silence, l'attente. C'est une angoisse plus littéraire, presque philosophique. Et ça ramène même à des textes fondateurs, comme la Bibliothèque de Babel de Borges, ou ce roman totalement fou qu'il faut lire, La Maison des Feuilles. Et ce bouquin dont l'esprit a même été repris par des fans de jeux vidéo avec le mode ultra connu My House sur Doom 2. Parce que la vraie peur des backrooms, c'est cette idée vertigineuse. Un espace fabriqué de toutes pièces, avec des murs, de la moquette, des néons, mais qui n'a aucun besoin de toi.
ni de moi, ni de personne. Il est là, il fonctionne, il s'étend, et il se fiche complètement que tu sois vivant ou pas. Et c'est là qu'arrive le braquage du siècle, avec le studio indépendant le plus respecté au monde, A24. Il y a quelques années, ceux qui bossent au studio regardent tout ça et prennent la décision la plus folle de la décennie. Ils refusent d'acheter les droits pour les filer à un vieux réalisateur de 50 ou 60 ans. Non, ils confient les clés de la Ferrari au gamin de 20 ans qui n'a aucune expérience de cinéma. Kane signe avec A24 alors qu'il n'a que 16 ans. Et A24 le blinde. Il l'entoure de légendes. James Wan, le cerveau derrière Conjuring. Sean Levy, le producteur de Stranger Things. L'idée, c'est que Kane puisse réaliser le film avant même d'avoir 20 ans. Et le film qui est en ce moment dans nos salles, il fait un choix incroyable. Au lieu de juste adapter la légende, l'intrigue vient rendre hommage à la vraie histoire de la photo. Dans le film, on y suit Clark, joué par Chiwetel Ejiofor. Clark est un homme brisé, alcoolique, en plein divorce. Et il gère tant bien que mal un vieux magasin de meubles discount. Et là, c'est le lien direct avec la vraie boutique de Wisconsin en 2002. Un soir, alors qu'il est dans la cave de son magasin, Clark découvre une brèche dans le béton. Il s'y glisse et bascule dans les backrooms. Et là, n'importe quel autre film te montrerait un mec qui court, qui hurle, qui cherche la sortie. Mais Clark ne fuit pas, il reste. Pourquoi ? Parce qu'il s'y sent bien. Parce que face à sa vie qui s'effondre dehors, la monotonie infinie de ses pièges jaunes l'anesthésie. Le vide ne lui fait plus peur, le vide le soulage même. Cartographier ce cauchemar, y chercher une logique, ça devient sa nouvelle drogue. Et c'est ça l'horreur du film. Pas un monstre, un homme. Un homme qui préfère se perdre à l'infini plutôt que de rentrer chez lui. C'est d'une tristesse absolue et en même temps d'une beauté folle. Et pour que cette angoisse se traverse vraiment, Ken Parsons a pris une décision radicale. Pas de fond vert, pas d'effet numérique bidouillé. Et surtout pas d'intelligence artificielle. Il l'a dit lui-même en promotion, utiliser l'IA pour lui, ça vide le métier de tout son sens. Il n'y prend aucun plaisir. Lui, il voulait construire la bête en vrai. Alors ils l'ont bâti en décor physique, gigantesque, près de 3000 mètres carrés de couloirs jaunes, en studio, et le résultat est ultra immersif. Même traître pour le cerveau. En promo, ils ont raconté que certains électriciens et acteurs se perdaient pour de vrai en allant chercher un café entre deux prises. Le décor est devenu un vrai labyrinthe. La fiction avait gagné, elle avait avalé le réel. Et au fond, c'est peut-être ça la vraie leçon de cette histoire. Pendant la promo, Ken a dit un truc qui m'est resté. Il a expliqué que si autant de gens partout dans le monde avaient ressenti le même frisson devant cette simple photo mal cadrée, c'est qu'il y avait, je le cite, un fil sur lequel il fallait tirer. Et en tirant sur ce fil depuis sa chambre d'ado, ce gamin a mis l'industrie du cinéma à genoux. Il a pris la photo ratée d'un ouvrier les pieds dans l'eau en 2002 dans un bled du Wisconsin et il en a fait un succès à plus de 100 millions de dollars. Et c'est pas fini. A24 a déjà lancé une suite. Le truc ne fait que commencer. Alors voilà. Le film est là, en salle, maintenant, et je vais te dire une chose, une seule. La prochaine fois que tu marcheras dans un couloir d'hôtel un peu trop calme, que tu entendras le grésillement d'un néon au fond d'un parking souterrain, arrête-toi, prends le temps, écoute le silence et regarde la moquette sous tes pieds. Demande-toi si elle est bien réelle, parce qu'au fond de toi, très doucement, tu vas prier pour ne jamais glisser à travers le tissu de notre monde, pour ne jamais te réveiller dans le jaune, le bourdonnement, les couloirs vides, et si jamais ça arrive, et que là-bas, dans le jaune infini, tu entends quelque chose respirer juste derrière toi, ne te retourne pas, parce que ça veut dire qu'il t'a déjà vu, et qu'il attend, comme il a attendu, pendant 16 ans.